Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui à quelques jours des premières grandes courses par étapes de la saison, à savoir Paris-Nice et Tirreno Adriatico, qui vont commencer ce dimanche en France et lundi prochain en Italie. On va prendre le temps tranquillement de revenir sur les événements marquants, les éléments marquants que l'on peut retenir de ce début de saison, après un bon mois et demi de courses sur route que l'on a pu voir sur les différents continents, en Océanie, en Asie et en Europe évidemment. On va prendre le temps de revenir sur ça, il y a pas mal de choses qui se sont passées, et on évoquera également les favoris, les principaux prétendants, les principaux noms qui sont au départ de Paris-Nice et de Tirreno Adriatico. Également un petit peu des Strade Bianche, même s'il y a un certain Tadej P qui est annoncé au départ. On va voir ça avec nos trois chroniqueurs du jour. Johan pour commencer, salut Johan. Salut Mathieu, salut à tous. On est aussi avec Titouan, salut Titouan. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et on complète notre équipe avec Geoffrey, salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien voilà, vous avez le programme de Chasse Patate, attention au départ, Chasse Patate, c'est parti. Alors déjà pour commencer, on va revenir sur ce qui s'est passé depuis le début de saison. Alors on va pas pouvoir être complètement exhaustif, puisqu'il s'est quand même passé pas mal de choses depuis janvier, le Tour Down Under, les victoires de Ryan Coquart, Samuel Sord, etc., jusqu'aux dernières courses qu'il y a eu, comme là ce mercredi la victoire de Juan Ayuso au Trofeo Laigueglia. Mais concrètement, ça serait quoi pour vous les principaux éléments à retenir de ce début de saison? Titouan, pour commencer, qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement sur cette entame de saison 2025? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est le niveau de Astana. XDS Astana maintenant. Donc c'est un sino kazakhstanais. Parce que ils performent énormément ce début de saison, un peu partout d'ailleurs, et surtout avec une grosse densité. Chaque fois, ils arrivent sur les sprint classiques, ils arrivent toujours à placer 2-3 gars dans le top 10. Enfin, je crois que c'est en Ardèche, où ils font 2, 3, 4 derrière Grégoire, notamment. Oui, bon, l'Ardèche qui était un cas particulier, mais eux, particulier. Mais bon, ils étaient quand même dans le bon groupe, tu vois. Enfin, c'est déjà assez significatif pour le noter, je trouve. Ouais, 2, 3, 4. Non, 3, 4, 5. Ouais, Fortunato, Champoussin, Scaroni. C'est ça. Donc, ça m'a assez surpris parce que la saison dernière, on les voyait un peu à la peine. Enfin, pour moi, à mes yeux, la saison dernière, Astana, c'était presque une équipe fantôme, on va dire, dans le sens où elle pesait très peu sur les courses et leur leader était très souvent méforme. Donc, j'étais un peu sceptique sur leur saison cette année, s'ils allaient pouvoir se maintenir, parce qu'ils se battent pour la dernière place du World Tour. Et pour l'instant, ils font une grosse remontada en termes de points UCI, c'est assez fou. Bon, après, les points UCI, c'est quelque chose. Le terrain n'est pas toujours, comment dire, c'est qu'une facette de la course, quoi. Oui, mais, c'est un barème, c'est assez particulier, mais vu qu'on sait que c'est l'objectif pour toutes ces équipes du bas de classement de rester dans le top 18 pour être ou rester World Tour sur la séquence 2026-2028, forcément c'est le principal indicateur à regarder pour elle, quoi. Voilà, et là justement, il continue à très bien marcher. Enfin, je pense notamment à Christian Scaroni, qui a un niveau où on n'a jamais vu avant. C'est assez ce qui vient comme quoi. Bon, il avait déjà du potentiel, mais là, cette semaine, on l'a vu rivaliser avec Ayuso sur le trophée avec Piglia. Puis son enchaînement aussi dans le Var et les Alpes-Maritimes, c'était très très fort. Enfin, vraiment, tout en maîtrise. C'est vrai que donc, Christian Scaroni, c'est d'ailleurs le seul coureur de XDS Astana à avoir gagné pour l'instant, avec sa victoire sur la classique Var et le Tour des Alpes-Maritimes. Ouais. Plus une étape. C'est étapes, je crois, il a une étape, ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait 3 victoires pour lui, et c'est les 3 victoires de XDS Astana. C'est ça. Puis on peut citer aussi Clément Champoussin, qui est très régulier, qui performe bien. Même Lorenzo Fortunato, Max Conter aussi, qui fait un ou deux beaux sprints. Enfin bon, ça score. Pour l'instant, tout va bien pour eux, donc je voulais noter parce que, bon, on en parle d'habitude très peu, enfin, les saisons dernières, on en parlait très peu, et là, ça devient l'équipe un peu incontournable du début de saison avec Astana, avec UAE, pardon, jusqu'au point où
j'ai vu la stat tout à l'heure, Scaroni, je crois, il est passé premier au classement UCI de l'année, enfin, au 5 mars, pour dire à quel point c'est, pour souligner, en tout cas, leur très fort début de saison, quoi. Bah, c'est vrai que même au classement par équipe, si on regarde juste là sur 2025, XDS Astana, c'est la deuxième équipe au classement UCI. Alors qu'ils étaient bien au-delà de la 18e place sur les saisons précédentes. Là, Avec c'est- 700 points d'avance sur Movistar, ouais, c'est un bon début en fanfare. Et puis et surtout, 1000 points d'avance sur Red Bull. ouais, et puis surtout, l'élément qui est le plus important pour eux, c'est, on l'a évoqué, le classement par équipe sur 3 années cumulées, donc 2023-2025. Au départ de cette saison, ils avaient à peu près 4500 points de retard sur la 18e place qui est à Cofidis de mémoire. Et là, ils sont déjà revenus à moins de 3500 points. Donc quand en un mois et demi, tu arrives à reprendre plus de 1000 points, ça peut être quand même plutôt bon signe pour la suite. Johan, est-ce que tu penses que cette dynamique qu'a l'équipe Astana et l'équipe XDS Astana, elle peut se maintenir sur la suite de la saison, où il y a le risque un petit peu entre guillemets d'un côté où on a mis beaucoup d'efforts sur le début de saison et l'effet peut s'estomper par la suite? Alors, je pense que de toute façon, en fin de saison, ils vont disparaître. À un moment ou à un autre, ils sont tous un peu cramés. On verra déjà sur l'évolution avec les grosses courses, avec les autres coureurs qui vont rentrer. Pour l'instant, il y a d'autres coureurs qui sont censés être forts. Bétiol, pour l'instant, c'est pas fou. Là, ça marche bien dans le programme de ce qu'ils voulaient faire. Ça marche très très bien. Le collectif marche bien. Ils ont une bonne dynamique. Après, il y a plein d'équipes qui ont toujours eu des bonnes dynamiques comme ça en début de saison, quand ils devaient aller chercher les points. On verra bien si ça tient la route ou pas. Pour l'instant, je suis pas forcément hyper convaincu non plus. Ça ressemble clairement à faut tout mettre, et du coup on a blindé en stage en début de saison, et puis c'est pas sûr que ça tienne toute la saison. Après, de toute façon, s'ils veulent rester en World Tour, ils sont obligés de partir plein fer et d'essayer de voir que ça tienne. Donc, en tout cas, ils démarrent dans ce qu'ils voulaient faire et de la bonne manière pour eux. La suite, on verra. Après, justement, on avait vu aussi, ça disait que ils avaient fait appel à de l'intelligence artificielle pour choisir les courses sur lesquelles aller, optimiser un petit peu tout leur programme et par rapport à la recherche de points. À ce niveau-là, est-ce que c'est aussi, d'une certaine manière, le début de saison qui convient bien à cette équipe? Bah, de toute façon, là, leur coureur qu'on marchait, là, c'est un peu sur le côté puncher, grimpeur, petite course vallonnée. Donc ça allait bien avec le début de saison qu'on a eu, avec toutes les courses un peu qui finissent un peu sur des petites bosses en plaine. Pas vraiment pour pur grimpeur, pas vraiment pour spécialistes du plat. Donc là, ça allait bien dans leur dynamique d'épique générale, dans leur type d'effectif. La subtilité de est-ce qu'ils ont optimisé absolument tel coureur à tel endroit, ça, on verra peut-être plus tard, ça sera peut-être plus facile à analyser après. J'ai pas l'impression qu'ils aient fait tellement d'impasses non plus sur quoi que ce soit pour l'instant. Donc, de toute façon, on sait très bien que si tu veux vraiment chasser des points, il y a un moment, le World Tour, tu peux presque l'oublier. Et tu vas chercher que les courses secondaires. Donc, Ouais, c'est sûr que le programme pour l'instant d'Asana, bon, certes, il y a eu que 2 courses pour le tour, puisqu'ils n'ont pas participé à la Cadel Events, mais au Tour UAE, ils n'ont pas été extrêmement présents. Et au Tour Down Under, c'était pas non plus beaucoup là. Donc c'est pas sur ces courses pour le tour qu'ils ont récupéré le plus de points, quoi. Et puis c'est le souci du classement UCI, c'est qu'autant une petite équipe qui se retrouve à être promue en brillant sur plein de points, faire ce qu'Arkea avait fait en blindant toutes les points et les Pro Series pour aller faire recourir dans les top 10 un peu partout pour accumuler des points non-stop et se retrouver à être promu. Bon, ça, je trouve pas génial de juste accumuler des places d'honneur, mais ça se comprend qu'une petite équipe le fasse, mais qu'une équipe World Tour se maintienne juste en allant perfer sur toutes les points 1 du calendrier, ça montre quand même les limites du barème actuel et du système actuel. Ils ont quand même performé à World Tour, cela dit. Ça fait un beau podium de classique. Pas leur enlever. Oui, bah oui. Et là, vous cherchez, c'est Aaron Gate sur la Cadel Evans. oui, La Tosan All Dice. C'est vrai, puisque j'ai dit qu'ils ne l'ont pas fait, mais ils l'ont fait, en effet. Hein, il faut que j'ouvre un peu les yeux. Bon, ça fait 250 points UCI. Voilà, pour le champion de Nouvelle-Zélande. Toujours ça de prix.
Voilà, typiquement, Aaron Gate, ça fait partie de ces coureurs qui sont recrutés pour aller chercher un peu ses points UCI avec les championnats nationaux, championnat continental. Voilà, il était l'an dernier chez Burgos, il y a 2 ans, il était chez Bolton Equities Black Spock. Ça rentre un petit peu là-dedans. Après, ces dernières années, il avait peu de choses sur la route parce qu'il était revenu à un gros programme de piste. Aussi, faut mettre un peu de contexte, mais voilà, ça fait partie des éléments qui expliquent mis bout à bout aussi tout ce début de saison d'Astana. Et au final, est-ce que alors là, on est début mars. Peut-être que c'est un peu tôt, mais avec la dynamique qu'on a eue sur le début de saison, est-ce que vous pensez que Astana va se maintenir en World Tour au terme de cette saison? Non. Ça fait loin. Là, il y a oui, à peu près 3400 points à rattraper sur Cofidis, qui est la 18e équipe. Sachant que devant, il y a encore UnoX et Arkea BNB. Parce que Cofidis va pas si mal. Après, il y avait des questions qui se posaient pour certaines personnes par rapport à la DSM plutôt. La peur qu'ils fassent vraiment une très mauvaise saison et qu'ils se fassent passer devant. Je pense pas qu'ils iront chercher Cofidis. Après, il y a une équipe qui effectivement doit pas se rater. Mais bon, après, il suffit que t'aies Bardet qui fasse ah, j'ai pas les jambes, je vais faire podium sur des classiques World Tour, et puis ça donne des points, quoi. Oui, même si Romain Bardet, il aura que, entre guillemets, une demi-saison pour apporter des points, vu qu'il prendra sa retraite après le Dauphiné. Enfin, il fait 3e de Liège-Bastogne-Liège et il va gagner une étape au Dauphiné, ça en fait des points. Hein. Oui, voilà, ça, bien évidemment. Hein, il y a de Non, quoi parce que faire. là, si le programme qui va arriver d'Astana, tu vas avoir toutes les grosses courses. Est-ce qu'ils vont marcher autant? C'est pas sûr. T'auras les classiques pavés, mais c'est pas sûr qu'ils vont énormément marcher dedans. Ça dépend beaucoup de Bétiol. Après, à voir la dynamique aussi, si ça se poursuit, quoi. Après, ils vont avoir des trucs genre semaine copie Bartali. Je pense qu'ils vont mettre tous leurs meilleurs coureurs et qu'ils vont essayer. Vas-y, on gratte le max de points. Mais Il y a de quoi faire. Là, je vois semaine copie Bartali, il y a Christian Scaroni qui était lancé au départ. Bon, voilà. Vu la dynamique, il devrait être pas mal. Au bout d'un moment, il va falloir qu'il prenne un peu de repos, Christian Scaroni, là, parce que entre les courses en France, en Espagne, en Italie. Ah, mais là, oui. il y a Vino, il l'a invité chez lui, il a dit c'est toi cette année, tu nous sauves. Il va être bien mis à contribution. Hein. Ah bah le mec, il va être à 42 jours de course quand on va être fin mars. Disons que pour l'instant, ça fait partie des éléments qui permettent à Astana d'en être là sur cette saison. Donc bon, écoutez, on verra. Après, c'est vrai que si on regarde sur le classement, sur le classement 2023-2025, qui va être un peu la boussole pour pas mal de monde, pas mal d'équipes notamment. Il y a une équipe qui est pour l'instant encore devant XDS Astana, qui est en World Tour aussi, c'est Arkea BNB. Pour le coup, est-ce qu'on n'est pas déjà à se dire que le World Tour, ça va déjà être terminé à la fin de l'année? Je pense qu'ils ont aussi peut-être testé financièrement, voir comment ça allait, et qu'ils se sont peut-être rendus compte que c'était compliqué de tenir, et que du coup redescendre au niveau continental en essayant d'être une des meilleures équipes continentales, des meilleurs pro teams, pardon. Ça leur irait mieux pour pouvoir avoir des invitations un peu partout en gérant les invitations, parce que gérer le calendrier, blinder les points là où il y a moyen d'aller en chercher, c'est un truc qu'ils ont su faire, parce que c'est comme ça qu'ils ont été promus. Oui, à une époque où il y avait Quintana aussi. Alors c'était pas la seule explication, hein. Il y avait Quintana, il y avait toute la flopée de sprinters qui faisaient plein de top 10, donc ça rapportait plein de points. Mais forcément... C'est ça, s'ils misaient le maintien absolument, depuis 1 an et demi, quand on commençait à voir qu'ils étaient en difficulté, ils auraient continué à faire ça, blinder toutes les Coupes de France et à récupérer du point en faisant 3, 4 et 8 tous les samedis, dimanches où il y a les Coupes de France, et ils seraient bien mieux en termes de points UCI. Ouais, bon, en tout cas, là, pour l'instant, à ce début mars, on va dire, l'écart entre Cofidis et Arkea pour le maintien entre la 18e et la 19e place, c'est 2700 points. Ça fait moins forcément qu'entre Cofidis et XTS Astana, mais ça fait quand même un sacré petit écart encore, qui sera peut-être pas forcément évident à aller combler. Johan, pour passer à un deuxième point de ce qu'on peut retenir du début de saison, qu'est-ce qui t'a marqué de ton côté sur ces premières courses de l'année? Alors, l'incapacité des coureurs à suivre la bonne route. Vraiment, le côté mouton absolu qui arrive à deux reprises, c'est quand même assez formidable, quoi.
C'est vrai que ouais, Donc, c'est vrai, c'était quoi? C'était sur la première étape du Tour alors on a eu d'Algarve. le Tour d'Algarve, la première étape, où il y a le peloton qui a pas pris le bon côté du rond-point, qui est parti à droite au lieu de partir à gauche, et qui a sprinté dans les spectateurs. Oui. Il s'est pas dit, ah non, mais attends, c'est bizarre, il y a des gens sur la route. Non, non, vas-y, je fonce, on est à 70, c'est normal, il y a pas de souci. Ouais, c'était assez Bref. terrible cette image, ouais. C'est bien qu'il y ait pas eu de problème, mais. Oui, Et heureusement. du coup, on a eu aussi l'arrivée au Tour de l'Ardèche. Tour de l'Ardèche. L'Ardèche classique. Classique de l'Ardèche. Ah, c'est le tour féminin, j'ai trop envie. Donc la classique de l'Ardèche, pareil, où les coureurs suivent la moto. Ils étaient seulement passés 3 fois sur la ligne, hein, ils ne pouvaient pas savoir où il fallait aller. Et du coup, Romain Grégoire qui va gagner tout seul. Après, pour le coup, d'une certaine manière, dans le comportement des coureurs et dans la situation, les conséquences derrière, il y a quand même une petite différence entre les deux, c'est que autant à Algarve, beaucoup de monde, notamment les coureurs, enfin c'est un peu ça remettait la faute sur l'organisation, le fait que c'était mal signalé, etc., que c'était pas clair, et au final, l'étape a été annulée, tout simplement. Alors que sur la classique Ardèche, bah, les coureurs qui se sont fait avoir s'en prenaient plutôt à eux-mêmes d'avoir suivi tête baissée la moto. J'ai vu, je crois que c'était notamment Ilan Van Wilder qui disait bah, on savait qu'il fallait aller tout droit, mais devant ça a suivi la moto, puis moi après bah, j'étais tête dedans, j'ai suivi. Et donc voilà. Bon, et en Ardèche, pour le coup, les coureurs s'en sont plus pris à eux-mêmes un peu. Il n'y a pas eu d'annulation du classement, de la course, etc. En Algarve, il y a plusieurs coureurs qui s'en sont pris à eux-mêmes aussi. Hein. À se dire que c'est la même arrivée tous les ans, ils la connaissent et que Oui, qu'ils oui, se sont oui. juste plantés. Ah oui, non, Il y a eu c'est- Arnaud Delis qui, franchement, en plus Arnaud Delis, depuis le début de l'année, toutes ses déclarations, elles sont formidables. Franchement, ouais, non, mais lui, c'est alors un lui, pour plaisir. le coup, on peut lui dire franchement bravo, merci. Hein. Ouais. Donc il y a Arnaud Delis qui a critiqué le peloton. En plus, je crois que c'est un de ses coéquipiers il y a des gens qui ont fait remarquer ça ironiquement que c'est un de ses coéquipiers qui est le premier à partir du mauvais côté. Oui, oui, c'est vrai. Puis pareil sur l'étoile de Bessèges. Enfin, bravo Arnaud Delis. Franchement, meilleure course de début de saison, pas sportif, mais sur le plan, sur les à côté. Oui, disons que pour l'instant, il met autant d'énergie à râler devant ce que font devant ce que font ses collègues, devant ce que font un peu mal ses Ouais, collègues, mec, un côté qu'à un peu bonne humeur, je sais pas. Enfin, oui, oui, ça non, passe bien bien, sûr. je trouve. Mais il met autant d'énergie là-dessus qu'à casser son matériel, qu'à faire un petit peu n'importe quoi en course aussi, hein, comme on l'a vu Oui. samedi sur l'Omloop. Ouais, mais ça, justement, c'est court intéressant. Oui, oui, ça, c'est Arnaud Delis, il est comme ça. Puis le côté marrant aussi, c'est que les 2 fois, il y a Romain Grégoire qui est dans l'affaire. C'est vrai. Ça, c'est incroyable, quoi. Et les deux fois, il prend la bonne route. Les 2 fois, il prend la bonne route, il fait ah bon, ok, c'est bon, il se retourne, fait oh d'accord, je suis devant. Donc surtout que ça vient dans une séquence où il y a eu une grosse critique des coureurs, enfin les organisateurs, des gros débats avec l'étoile de Bessèges sur le fait que des voitures arrivent en face, parce que, enfin, oui, sur une course, les routes sont pas fermées à l'avance, t'as un bloc de sécurité qui avance et qui bloque les gens aux intersections, donc effectivement, tu peux avoir des voitures garées sur le bord de la route, c'est un peu le risque. Les voitures en face qui sortent des maisons, pareil, ça peut arriver. Ça. Donc, l'organisation a très mal réagi sur les commentaires, mais la réaction des coureurs, après, c'est toujours débattable. Et que derrière, après ça, que les coureurs se comportent comme un peu comme des idiots, vraiment, ça remet tout en perspective, c'est assez rigolo. Mais en tout cas, je trouve que c'est 2 images très marquantes du début de saison, qui seront sans doute dans les votes pour le moment what the fuck de l'année en fait saison. Ah, mais alors le problème, c'est qu'il y en a quand même beaucoup pour l'instant des moments what the fuck. C'est vraiment Mais le choix. Mais c'est bien parce que je trouve qu'on a un début de saison où t'as un peu le côté UAE, oui bon d'accord, mais en fait c'est riche, il se passe des trucs, c'est marrant, quoi. C'est vrai que C'est quand même bonne ambiance quoi. oui, il y a pas mal de choses à raconter. Enfin, il y a d'un côté certaines courses où on se dit bon, vas-y, c'est chiant, genre même le Tour UAE, bon, bah, voilà, c'était Pogacar, les sprints, bon, c'est les sprints, voilà. Mais il s'est passé un peu des trucs qu'on n'attendait pas forcément, qu'on Ouais, n'a pas genre le l'habitude de Tour voir. UAE, Pogacar qui part en échappée, qui fait des bras d'honneur au peloton, enfin c'est super. Oui, bon, entre guillemets, c'est Pogacar. Hein, on n'est plus tellement étonné à force. Hein. Le côté et le coéquipier de Pogacar qui dit aux attaquants non, vous attaquez pas, vous restez dans le peloton, et puis 3 minutes plus tard il sort avec Pogacar, c'est quand même formidable. Ah, mais il est à domicile, Pogacar. Faut qu'il fasse un peu faut qu'il fasse le spectacle pour les sponsors. Ouais, pas pour les spectateurs, ça c'est sûr. Oui, non, ça, Bon. c'est. Tous les routes. Oui, je pense qu'il y avait plus de watts développés par Pogacar que de spectateurs sur l'ensemble de la course. Hein, mais...
Titouan, toi justement, qu'est-ce que tu retiens de toute cette séquence avec sur ce début de saison, avec la première étape en Algarve, avec l'Ardèche classique, et aussi, comme l'évoquait Johan, tout, toute la situation qu'il y a eu à Bessèges avec les cours, avec la moitié du peloton qui s'est retiré pour des raisons de sécurité, enfin mettant en avant des raisons de sécurité. Qu'est-ce que tu retiens toi de toute cette séquence hein? Euh, alors déjà, je tiens à ajouter aussi qu'en plus de toutes ces séquences, on a eu aussi eu la séquence on parlait sécurité, la séquence totale au Rwanda, alors pas le groupe pétrolier, mais l'équipe, qui, avec Fabien Doubet, qui aurait, alors le récit a l'air un peu flou et tout ça, mais qui aurait demandé à ce que la course s'arrête parce que, en fait, c'était trop glissant, je sais pas combien de coureurs qui sont partis à la faute. Il a pris pour tout le monde l'a critiqué en mode, ouais, il y a une seule équipe, c'est le leader, il fait sa loi, alors que apparemment, il serait un peu plus collégial que ça. Enfin, il y aurait plusieurs équipes aussi qui voulaient arrêter. Oui, on avait vu Bref, pour on a- contextualiser, on avait pu voir notamment l'organisateur qui disait je savais pas qu'un seul coureur pouvait arrêter une course, c'était aussi Enoch Mouloubrad ou Milan Denis par exemple dans des articles qui s'étonnaient de la décision qui avait été faite d'arrêter la course. Bon, au final la course a été arrêtée, Fabien Doubet a remporté le général, sa première victoire. c'est ça. Ça avait l'air d'être un petit peu comme une situation collégiale, mais forcément un imbroglio un peu bizarre, surtout que c'est une course où on n'a pas forcément beaucoup de moyens de suivre, donc les informations remontent un petit peu difficilement. Dans le C'est ça. jargon, Il y ça a s'appelle forcément. une cancellara, ça. Hein. Bah, en plus, ils ont le même prénom, donc ça tombe bien. C'est vrai. Mais donc tout ça pour dire que moi, je rejoins assez la conclusion de Johan, c'est que je trouve il y a une sorte il y a un discours où les coureurs surresponsabilisent en fait les organisateurs et se dédouanent de beaucoup de leurs erreurs. Alors, sur des questions de sécurité comme l'étoile de Bessèges, bon, je trouve qu'il y a eu un manque de compréhension à la fois de la part de l'organisateur et à la fois de la part des coureurs. Mais c'est vrai que le paradoxe, on voit des coureurs qui sont dans ce même peloton, ne pas être capable de suivre le roadbook et se mettre eux-mêmes en danger, parce qu'en fait, c'était finalement ça le risque en Algarve et en Ardèche. Mais en Algarve, c'est encore plus impressionnant parce que c'est un sprint massif où les coureurs se mettent en danger parce qu'ils n'ont pas suivi les règles de l'organisation, ils n'ont pas suivi les consignes, et ça donne des images complètement absurdes. Euh, L'image de Meus, Jordi Meus qui sprint à balle et qui limite lève les bras sur le passage piéton qui est parallèle de la ligne, enfin, c'est à quel moment on se dit après, bon, les organisateurs sont les seuls fautifs. Je trouve que c'est assez symptomatique, c'est les deux faces de la même pièce où les organisateurs doivent faire face à de plus en plus de contraintes, parce que de moins en moins de moyens, parce que de moins en moins de bénévoles, parce que de moins en moins, enfin de plus en plus d'aménagements sur les routes aussi. Et de l'autre côté, les coureurs qui, j'ai l'impression, sont de moins en moins vigilants. Alors à voir pourquoi il y a de moins en moins d'exigence. Mais j'ai pas enfin moi ça fait une quinzaine d'années que je suis cycliste, mais aussi régulièrement des scènes aussi étonnantes comme ça d'erreurs dans le final, j'ai jamais vu ça. Et je suis pas sûr que, enfin, Geoffrey confirmera peut-être que dans les années 90-2000, il y avait tant d'épisodes. Après, il y avait moins de médiatisation. Il y a Mais moins de voilà. courses à la télé, donc forcément on en voyait moins. Ouais. Et le gros bordel des années 90-2000, c'était surtout les voitures qui avaient un petit peu de partout. Les plus vieux de nos auditeurs, enfin sans être nécessairement très vieux, peuvent se souvenir des années 90, la descente de la Cipressa où il y avait des bagnoles garées absolument partout. Euh, la descente à la Nicolo Bonifacio, on ne pouvait pas la tenter hein, dans les années 90. Est-ce que les coureurs se cassaient la gueule? C'est ça la question. Euh, Est-ce que les coureurs avaient demandé d'arrêter la course, tout ça? j'ai plus les souvenirs de chutes un peu à la con avec des bagnoles qui redémarrent sur le parcours de l'Amstel, par exemple. Ou des courses qui avaient des circuits finaux de 3 km et du coup t'as l'échappée qui prenait un tour au peloton et les commissaires étaient un peu dans la merde parce qu'ils voulaient pas mettre 190 coureurs sur 195 au départ à l'abandon forcé quoi. Y compris en World Tour, hein, le premier tour du Benelux, il y a failli avoir ça. Ouais, c'est vrai que ça pour le coup on a plus ces images, ça c'est Non mais c'est un point, il y a toujours du folklorique et puis d'un seul coup il y a 3-4 gros incidents qui se ressemblent pour un même truc et on se dit en fait ouais ça aurait pu arriver n'importe quand, n'importe où, mais bon.
Oui, puis Il y après a un petit même, truc qui va être fait par rapport à ça, quoi. c'est vrai que ne serait-ce que l'exemple de l'étoile de Bessèges, on a été quelques-uns à se souvenir du fait qu'il y a quelques années, sur un final du Tour de Lombardie, Maximilian Schachmann, qui jouait de la 5e place, il se fait renverser par une voiture qui est rentrée chez elle. Hmm. On est sur le Tour de Ça, Lombardie, qui est une course pour le Tour, qui est un des plus gros organisateurs du peloton, et qui finalement s'est retrouvé avec les mêmes problématiques que l'étoile de Bessèges. Donc c'est ça, ça arrive toujours une fois de temps en temps, c'est la faute à pas de chance. Là, malheureusement, c'est arrivé 2 fois en 2 jours, donc enfin en 2 étapes de la même course, donc ça marque plus les coureurs. Après, je pense la même chose se passe sur un Giro à tout hasard. Les coureurs abandonnent pas. La même course se fait sur une étoile de Bessèges où on n'est pas avec de la pluie et 3 degrés, mais un bon petit soleil et du 12-13 degrés. Pas de problème, hein, les coureurs ils vont repartir. Je trouve que ça a servi de bon prétexte à pas mal d'équipes pour se dire bon, on en a marre, on arrête. est-ce que aussi l'argument un peu qui est avancé notamment par Arnaud Delis sur le fait de il faut continuer la course pour respecter entre guillemets les organisateurs et que s'il y a des petites courses c'est qu'on en a besoin aussi de nos coureurs. Est-ce que ça aussi ça t'a semblé important d'avoir des coureurs qui prennent la parole publiquement pour dire ce genre de choses, même Bah, si certains comme Benjamin Thomas disaient alors certes niveau sécurité c'était pas tip top mais c'est important pour nous de continuer à courir ce genre de course. De toute façon, niveau sécurité, il n'y a aucune course qui est tip-top, à part le Tour de France, parce que les routes sont bloquées qu'à limite 15 jours avant que les coureurs passent. T'es à vélo le matin alors que c'est un endroit où les coureurs vont passer à 16h, t'as déjà des gendarmes de partout pour te dire non, tu te mets à pied. Donc oui, forcément, il y a ce comparatif-là qui est un peu extrême, mais toutes les courses, c'est toujours un peu à la limite, parce qu'aucune course a d'énormes moyens, et c'est toujours fait avec les moyens du bord, encore plus quand c'est des organisations indépendantes comme 95% des courses du calendrier. Maintenant, voilà quoi, les équipes en termes de respect des organisateurs, les équipes qui ont fait 3 étapes sur 5, est-ce qu'elles ont remboursé 20% de leurs frais d'inscription qui avaient été, enfin, du monument qu'ils font aux organisateurs pour venir sur les courses? Je pense pas. Et je pense pas que c'est un sujet malheureusement sur lequel les organisateurs peuvent se plaindre, parce que s'ils vont dire que les équipes se sont barrées, ils avaient payé pour être là pendant 5 jours, ils sont là pendant 3, bah, ces équipes-là, elles vont plus revenir les années d'après. Ouais, c'est sûr que les organisateurs ils sont dans une situation qui est un peu compliquée. Faut pas tirer à boulet rouge sur les équipes, sinon bah, tu les fais fuir. Mais faut aussi, d'une certaine manière, arriver à leur faire comprendre que il y a il y a une situation compliquée. Peut-être ils peuvent faire mieux, mais pour l'instant ils font un peu du mieux. Ils font comme ils peuvent un peu. Il y a la situation compliquée, comme Titouan l'évoquait, en plus de tous les aménagements, les carrefours qu'il y a partout, les ronds-points, enfin, dans les incidents qui ont été évoqués, mais la chute d'Ackermann, quoi, le ralentisseur présent dans le sprint massif, Oui, c'est à aussi Arles, malheureusement ouais. quelque chose qui pose problème. Ah oui, Il faut oui. trouver Oui. Ça devient de plus en plus difficile pour les organisateurs de trouver des endroits où les aménagements urbains viennent pas compliquer l'organisation du final d'une course. C'est ça. C'est vrai que pour le coup, le dos d'âne à 200 mètres de l'arrivée, comme il y a eu à Arles avec la chute de Pascal Ackermann, ça, c'est quelque chose que je trouve pas normal. Je suis assez d'accord avec ça. Le seul truc sur lequel je peux me dire, les organisateurs, c'est compliqué pour eux, c'est si la municipalité, Arles en l'occurrence, a demandé à ce que l'arrivée soit là et là uniquement. Parce que ça, je sais que ça peut arriver. Et l'année dernière, quand il y avait eu l'arrivée à Arles, le Dodan n'était pas là. Donc il a été posé entre-temps, entre 2024 et 2025, et c'est la seule justification, même si c'est quand même pas terrible niveau sécurité, ça serait que la ville a dit on veut que l'arrivée soit là, juste là, et vous avez pas le Sachant que choix. c'est quelque chose qui est très fréquent dans les Ah oui, oui. organisations de courses. Alors, sauf le Tour de France qui fait ce qu'il veut comme il veut. Hein. Faut raser la moitié d'un rond-point, abattre des arbres et tout, pas de problème, on fait. C'est On bon, c'est le bétonne. tour. Hein. N'importe quelle autre course, il peut y avoir une mairie qui dit ouais, je finance la course, je te balance des subventions et je permets à la course d'exister, mais l'arrivée, je la veux absolument un vendredi, la ligne d'arrivée, il faut la faire devant la mairie. Ou devant tel bâtiment qui vient d'être construit. Faut mettre... C'est des trucs qui sont fréquents et qui arrivent très très souvent. Ouais. Et c'est là aussi Et où c'est. c'est encore plus le cas pour des courses par étapes, parce qu'encore une course en ligne qui arrive toujours au même endroit, en général, la municipalité, si elle voit bien la course, elle se débrouille pour pas mettre de choses à ces endroits-là.
Pour donner un exemple complètement au hasard, il y a quelques années, il y a un rond-point qui a dû être refait et des aménagements urbains qui ont été refaits dans le centre-ville de Fourmies. Il y a un gros rond-point qui a été fait, c'est un rond-point qui est juste un énorme rond peint sur l'asphalte, comme ça les coureurs peuvent continuer à passer dans le final. Donc ça, c'est un truc qui peut se faire quand c'est un endroit d'une course qui a lieu tous les ans et qui prend exactement les mêmes routes tous les ans presque. Mhm. Pour une Oui. course par étape qui par vocation est itinérante, c'est un truc qui peut pas arriver. Et Il voilà. faut faire avec les moyens du bord, avec les routes qui sont disponibles. Et ça dépend aussi d'une certaine manière du bon vouloir des municipalités, des intercommunalités. De toute façon, faut partir du principe que, sauf les courses, des gros organisateurs, donc ASO, RCS, comment dire, Flanders Classic. Flanders Classics, même d'un niveau intermédiaire, certaines qui organisent des courses World Tour et autres, Golazo par exemple, tout ça. Dès qu'on est un niveau en dessous en termes d'organisation, c'est toujours un miracle que la course parvienne à tenir, tellement c'est fait avec les moyens du bord. C'est à chaque fois un miracle que la course, les organisateurs ne se retrouvent pas à mettre la clé sous le tapis parce que financièrement ça tient pas ou logistiquement ça tient pas. Et en plus, ça dépend des profils, j'ai l'impression de course, parce que j'ai l'impression que ce phénomène, il est beaucoup plus, bon, là, en plus, c'est le début de saison, donc forcément, c'est le profil qu'on retrouve plus, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup sur des courses pour punchers, sprinters, des courses qui, finalement, arrivent en ville. Le souci arrive beaucoup moins quand c'est des arrivées, je pense à la Mouvanto des milieux classiques. Elle a eu des soucis, mais elle a réussi à se redévelopper après, et elle a pas de soucis parce que elle arrive au haut du Mont Ventoux. Bon, déjà c'est Mont Ventoux et en plus c'est une montagne. T'as pas, en général, tu mets pas de dos d'âne sur un col, quoi. Bon, après, pour le Mont Ventoux, il y a aussi le souci financier. Là, Oui, c'est pour ça financier. Voilà, Non, mais Cela quand je dis dit, vu moyen du comment bord, les c'est grimpeurs vont financier. sur le Tour de France, on va peut-être finir par mettre des dodanes sur le plateau de Bay ou à Otakam. Ouais, dans le sens de la montée, ça sera peut-être pas inutile. Dans les virages de l'Alpe. Ouais. Mais ouais, bon, en tout cas, ça c'est forcément une situation compliquée. Bon, je sais que, alors, j'avais vu notamment, c'était Christine Fangil, je crois, qui c'est son prénom, qui est l'organisatrice de l'étoile de Bessèges, alors qui a fait une prise de parole assez maladroite, mais qui avait dit grosso modo, moi j'organisais la course pour les coureurs, je me ferais moins chier, j'extrapole, mais à part faire la course et à rester tranquille, mais c'est par amour du cyclisme, c'est par amour pour les coureurs, et certes, tout n'est pas parfait, mais il faut aussi forcément remercier tous les organisateurs qui se démènent pour arriver à proposer des courses dans les conditions actuelles qui sont difficiles. Et on voit que il y a plein d'endroits, plein de courses qui doivent disparaître. Hein. Ne serait-ce qu'aux Pays-Bas, par exemple, c'est tout juste s'ils vont avoir leurs championnats nationaux et l'Amstel Gold Race. Hein. Oui, il y a plein de Néerlandais qui ont fait. Alors chez nous, ça arriverait pas, machin. Bah oui, chez nous, il y a plus de course. Alors. Oui, Voilà, voilà. l'Amstel, des fois, ils galèrent à l'organiser. Donc bon, ça va être. Mais ils ont pas de championnat national, quoi. Enfin, si, il devrait pouvoir se faire, mais sur un circuit vraiment très fermé. Ouais, ils vont le refaire en fermant complètement. Ils peuvent aller le refaire sur le col du Vam en fermant complètement les routes autour, quoi. Ouais, tu fais un circuit de 5 bornes comme chez les catégories. C'est quoi les catégories FFC maintenant? Je sais plus les noms, mais j'ai perdu. Genre sur une ancienne 3J, tu fais un circuit de 5 km, c'est très bien, tu vois. Ouais, voilà, ouais, c'est. Bon. Mais en plus, on dit tout ça, mais les coureurs sont de plus en plus écoutés. Je pense notamment à Paris-Roubaix, avec Arambert, qui était quand même l'institution. Enfin, on aurait pu penser que c'est un peu intouchable. Et pourtant, les organisateurs, il y a des coureurs qui ont dénoncé la dangerosité de l'entrée du secteur. L'année dernière, il y a eu la fameuse chicane, et cette année, ils sont adaptés en proposant un petit détour dans les rues d'Arambert pour ralentir. Et je trouve que c'est aussi à noter que les coureurs sont quand même écoutés quand on a des retours d'une année à l'autre. Enfin, là, c'est Oui, ASO, donc c'est encore un cas. On parle d'une grosse organisation. Mais on voit que le dialogue est possible, mais quand c'est fait en bonne intelligence et qu'il y a du respect des deux côtés, quoi. oui, c'est ça. Il y a du dialogue après, forcément. On sait que même pour les coureurs, ça sera quasiment impossible d'avoir une solution qui satisfasse tout le monde. Parce que je crois à l'étoile de Bessèges, ils étaient 3 coureurs pour représenter tout le peloton. Voilà. Forcément, ça donne lieu à des situations où c'est un petit peu compliqué. Mais bon.
Écoute. Bah, il y a aussi le point qui peut être évoqué par rapport à ça aux coureurs qui sont écoutés, le point systématique de dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal quelque part, tous les coureurs s'exclament de tous les sens sur les réseaux sociaux. Mais dès qu'on est aux élections des représentants des coureurs, que ce soit dans les institutions Il n'y a pas grand monde. type UCI ou dans les syndicats de coureurs, il n'y a personne qui est présent, il n'y a personne qui regarde ce qui s'échange, alors que c'est clairement des organismes qui existent et dans lesquels les coureurs ont les moyens de se faire entendre. C'est vrai aussi. Ça fait partie des différents problèmes qu'on peut avoir actuellement. Mais bon. Pour finir, un dernier point à retenir sur ce début de saison. Geoffrey, qu'est-ce que tu aurais à rajouter à tout ça dans ce que tu as pu suivre sur route? Pourquoi tu dis sur route? Je te connais, j'allais te piéger justement. Non, moi ce que je retiens du mois de février, alors c'était à moitié l'équipe B, mais tant pis, on s'en fout que Roy Ronenberg commence à être vieux et que Jeffrey Orland préfère aller faire de la motocross sur les plages aux Pays-Bas. On a tapé les Néerlandais en vitesse par équipe au championnat d'Europe, ça fait plaisir quand même. Sur piste, voilà, tout à fait. Sur piste, mais oui, il y avait quand même Alain Vriesen de l'autre côté. Ah, t'étais bien placé, pile sur la ligne pile sur la ligne pour les Ah voir. ouais, non, mais franchement, niveau enfin, la petite image que tu m'as envoyée, j'ai du coup regardé après le lancer de drapeau au moment où il gagne et tout. Ouais, non, ça c'est. Moi, le moment que je retiens du mois de février, le moment cycliste que je retiens, c'est ça, quoi. Ouais, bah c'est vrai qu'avec ces championnats d'Europe où la France avait aussi envoyé une équipe assez jeune, une certaine manière de progresser à la prendre. Mais enfin, Bah, on a réussi enfin, on a réussi à battre les Pays-Bas en vitesse. c'est ça, après, il y a beaucoup de jeunes à côté, mais c'est ce qui se passe dans beaucoup de nations. Dès qu'on démarre un nouveau cycle post-olympique, la France avait connu un renouveau moins fort parce qu'il y avait vraiment la volonté de construire un groupe vers les Jeux de Paris. Mais sinon, c'est ce qui se passe pour la plupart des nations. Sinon, bah, petite dépression post-Ostmal, quoi, parce que le cyclocross s'est terminé pour quelques mois. Mais bon, les Flandriennes ont repris, il y a eu le Samin avec ses pavés. Avec une victoire de Mathieu Van Der Poel. En plus, ouais, avec l'attaque dans le chemin des nonnettes à 70 bornes de l'arrivée. Ouais, c'est pour s'amuser, voilà. Pourquoi pas, quoi. Dans le borinage qui galère tellement à avoir des cotes qui considèrent comme un mont quand tu te retrouves à avoir une montée de 400 mètres à 3%. Ouais, mais c'est ça le cyclisme terroir, voilà. Ben oui, j'aime bien quand ils mettent un profil d'une côte et qu'à côté ils te mettent dénivelé 22 mètres. On a besoin de ça aussi, voilà. Puis, C'est bon, ça. puis on avait eu le week-end d'ouverture, bon, qui n'a pas été très animé chez les hommes, un peu plus chez les femmes. Le week-end d'ouverture qui confirme quand même que le final Capelmur-Bosberg en fait est tellement plus dur que tout ce qui se trouve autour, que sauf si tu le fais après 270 bornes de course, où tu mets déjà des monstres avant, ça fait rien du tout. Bon, avec ça, bon, t'as plus un petit peu digressé sur tes pavés, ta piste, forcément, mais il y a forcément, je vous ai demandé à chacun ce que vous retenez, c'est très subjectif forcément, il y a parfois un peu le cœur qui parle. Si on devrait finir avant de parler de Paris-Nice-Tirreno, rapidement le bilan de début de saison pour nos équipes françaises, nos coureurs français, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à en retirer? Les maladies, le décathlon, et Kevin Vauquelin. La blessure de David Godu. Ouais, vraiment avec un chien. Ouais, Johan. Non, mais vous faites genre que ça va pas bien le début de saison français. Il y a des victoires, il y a des bonnes performances. Les Français ils sont présents, ils sont actifs dans les courses. Vous en faites des caisses là. Hein. T'as des Godu qui tapent du Damiette, t'as du Romain Grégoire qui mate du Ayuso. Enfin, c'est bon. Hein. Valentin Paré-Peintre qui t'a lu à Adam Yates. Aussi. Mais lui, c'est traître à la nation. Lui, il est parti chez Quickstep. Il y a même Clara Copponi qui gagne en Australie. Eh oui. Non, mais t'as la FDJ Suez qui est la meilleure équipe du monde de manière à peu près officielle maintenant là. Donc. Ouais, avec Ali Wollaston qui avait gagné aussi. C'est quoi, c'est le Demi Vollering qui fait 3 sur l'Omloop. Avec avec une victoire d'Arkea BNB en World Tour devant Winspace Orange Seal.
le triplé d'équipes françaises sur la Ouais, première ouais. classique World Tour. Même Unibet, d'ailleurs, on parle d'équipe française sur le week-end d'ouverture, mais Lucas Kubist d'Unibet, on le rappelle est une équipe française cette année, C'est vrai. il se tape un joli top 10. Un joli top 10. C'est vrai, ouais, qui fait. C'est pas pareil au Sama, hein, donc Oui, ça fait Unibet partie performe. Ouais, ça fait partie de ces petits coureurs-là que, à dire, on a certains hipsters sur le forum qui aiment bien suivre. Ça peut être un nom peut-être à l'avenir. Puis je rajouterai un petit Paul Magnier aussi, qui Bah oui, gagne comme oui. ça, qui pour l'instant, non, il gagne pas. oui, bah si, il a gagné à Bessèges. Mais Ouais, bon. mais sinon, pour l'instant, Paul Magnier, c'est premier, troisième, deuxième. Assez régulier. Écoutez, on verra déjà à Tirreno, puisqu'il sera au départ de Tirreno, lui qui va viser le Giro cette année, son premier grand tour. Quand on est sur les Français d'équipe française, il y a Brian Cocard qui a gagné en World Tour aussi. Ah, Et aussi oui, et oui. en Australie, pour ceux C'est qui loin étaient l'Australie réveillés. maintenant. Brian Cocard, 2 voyages en Australie, 2 victoires World Tour. Et Heureusement des qu'il y a super l'Australie. commentaires en plus. Je vois pas de quoi tu parles, vraiment. Mais ouais, il y a de quoi faire, puis je sais pas, je vois Decathlon H2R, Sam Bennett qui se met à gagner, on a les jeunes de Decathlon qui arrivent à passer entre les maladies qui performent, comme Jordan Labrosse. Il y a Nantes Atlantique qui marche bien. Si, ouais, bah... Saint-Michel Aubert marche bien aussi, je crois, je sais plus. Très Ouais, beau Ils tour ont de fait un bon début de École de saison, mais Bessèges. un peu tassé. Ouais, puis on a même eu un top 10 sur la dernière étape du Tour des Alpes-Maritimes de Nice Métropole avec Andrea Michel. Donc Mm. ça performe, ça performe à tous les niveaux. Il y a quand même des choses et vous faites bien de dire que il faut pas retenir que du négatif. Il y a quand même pas mal de positifs en effet pour nos coureurs français et nos équipes françaises sur ce début de saison. Oui, mais on est français, tu sais, donc forcément on est aigri. C'est vrai. Oui, et ces chasse-patates, il faut être aigri. Ça. Et je maintiens que si on compte les trucs positifs pour le cyclisme français, il faut compter ce titre de champion d'Europe. Ah, t'as raison, il faut le rajouter. Et les médailles autour, Tom Derache, Marion Boras. Ouais, il y a beaucoup de choses intéressantes à retenir. Puis Et les titres... en cyclocross. Les titres mondiaux en cyclocross. Et ouais, avec nos jeunes là, il y a de quoi voir venir pour l'avenir dans toutes les disciplines. Hein. Ça, il y a de quoi faire. À présent, on va passer à ce qui va arriver ces prochains jours. On va commencer par Paris-Nice, la première grande course par étape World Tour du calendrier. Parce que bon, certes, il y avait le Tour Down Under et l'UAE Tour, mais Paris-Nice, c'est déjà un premier objectif pour certains coureurs. Alors, pas de Tadej Pogačar, qui n'était pas là l'année dernière, certes, mais on a un Jonas Vingegaard qui est annoncé au départ de Paris-Nice. Est-ce que Jonas Vingegaard, c'est le grand favori de ce Paris-Nice et est-ce qu'il peut être mis en danger si c'est le cas? Il peut y avoir match avec Matteo Jorgensen. Ah donc concurrence interne. Il peut pas, enfin. Bon, faut pas. Après, ce truc, c'est que c'est Paris-Nice, donc il peut toujours lui arriver quelque chose et puis qu'il n'avait pas gagné la course. C'est quand même une des courses les plus incertaines, mais physiquement, sur le potentiel, sur le fait qu'à un moment il y a quand même des arrivées en col assez nettes, il n'y a pas trop de suspense si jamais il n'y a pas de souci pour lui. Hein. Oui, parce que tu fais bien de parler des arrivées en col, en côte, on a quand même, on en a 3. Hein. La Loge des Gardes, sur la 4ème étape, 6 km 700 à 7,1%. Sur la 5ème étape, c'est plus pour puncher, mais la Côte Saint-André, 1 km 7 à 11%. C'est pas mal. Et sur l'avant-dernière étape, Oron, avec 7 km 300 à 6,9%. Et quand même aussi, on n'oublie pas l'étape finale à Nice. Voilà pour rappeler brièvement le parcours. Et un chrono par équipe avec un mec comme Victor Campenars qui pourrait le faire tout seul avec Vingegaard dans la roue. Oui, sachant que c'est temps individuel hein, sur Paris-Nice. Ah, c'est ça, quoi. Donc il peut bien se donner à fond avant les côtes, le Campi. Et... Donc toi Geoffrey, t'es pas trop inquiété pour Jonas Vingegaard sur ce Paris-Nice?
Non, je ne vais pas trop me préoccuper du classement général, du coup. Le tracé, le chrono par équipe et les arrivées en boss font que pour le maillot jaune et blanc, il n'y a pas beaucoup de suspense, je le crains. Titouan, toi, est-ce que tu vois un petit peu de suspense parce que Geoffrey et Johan n'ont pas l'air très optimistes de ce point de vue-là, mais je sais pas, par exemple, un Joao Almeida du côté pour l'équipe UE, est-ce qu'il peut pas venir embêter Jonas Vingegaard? Oui. Tout D'accord, très bien. simplement, non, mais Almeida, il s'est jamais montré aussi fort que Lingard. Je trouve qu'il a pas montré, enfin, il n'a pas été si impressionnant dans l'Algarve, Bah, Almeida. il a devancé Vingegaard sur l'arrivée au sommet. Oui, mais il a quand même pas laissé une super impression. Cela dit, c'est vrai qu'on peut se dire que Lingard est peut-être pas dans la fin de sa vie non plus et que il sera peut-être pas encore au top. C'est pas du domaine de l'impossible, mais non, j'ai bien peur que ce soit un récital de Lingard comme Pogacar peut le faire et qu'on s'emmerde un peu, clairement. Cela dit, je pense qu'il peut être inquiété sur les étapes, c'est pas de souci. Et qui peut, s'il est inquiété sur des étapes au puncher, des punchers peuvent le concurrencer, ils ont fait un bon chrono par équipe, parce que le parcours est pas si dur, peut-être moins dur que d'autres années. Je pense notamment à l'arrivée, enfin, à l'étape finale autour de Nice, où il y a d'habitude on a 3 à 4 petits cols avant le dernier enchaînement, Paye, Aise, 4 chemins. Et là, cette année, il y a que, bon, même si c'est des petits cols, mais il y a que le col de la Porte avant. Oui, puis on a ce Donc ça début risque d'être d'étape l'étape qui plus est, simple. on a le début d'étape qui est différent de d'habitude où là cette année on va partir dans la vallée du Var avec des C'est grandes ça. routes assez rectilignes qui vont pas forcément aider à foutre le bordel. Bah oui, bah, exactement. Donc, ce sera peut-être plus facile à contrôler, mais du coup, Vingard, il peut être concurrencé je pense, un Buitrago, par exemple, qui est une Dark Horse, euh, qui, lui, il a l'air bien en forme quand même s'il a pas réussi à battre Christian Schiavone, mais bon, voilà. Euh, et qui peut lui faire de l'ombre, parce qu'il peut éventuellement prendre un peu de temps sur des efforts comme la côte Saint-André, et même Oron, c'est une étape qui peut lui convenir. L'étape de Nice, c'est peut lui convenir. La loge des gardes, ça lui convient. Bref. Vingegaard est très très grand favori, mais s'il voit quelqu'un le concurrencer, c'est surtout le Buitrago. Ok, après oui c'est vrai que je crois que Buitrago en plus l'année dernière était bien sur Paris-Nice mais il a pas été verni par des chutes, il me semble de mémoire. Oui, c'est ça, je crois qu'il avait. Je pense que c'est pas sur l'étape où il gagne Blasov, il abandonne, ou s'il chute. Bah c'est Effectivement, il avait gagné en tout cas l'étape du oui, Montbruyne. c'est l'étape que gagne Je- Schielmose où il chute. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis en train Ah oui, voilà. de revoir un peu le classement. Alors qu'il avait gagné au Montbrouillet, en effet, et était bien parti. Mais est-ce que aussi il n'y a pas ce côté où on a quelques coureurs qui commencent plutôt bien la saison, comme Buitrago, Almeida qui avait devancé Vingegaard sur l'arrivée au sommet autour d'Algarve, et aussi d'un côté Vingegaard qui peut-être a un pic de forme qui est un peu plus décalé par rapport à avant, puisqu'il me semble que du côté de la Visma, on n'a pas fait le stage de pré-saison pour l'instant. Le stage en altitude se fera un peu plus tard dans la saison. Est-ce que ça peut pas jouer aussi, sachant que, par exemple, hein, quand Vingegaard, la dernière fois qu'il était venu sur Paris-Nice, il était bien concurrencé par David Gaudu, même s'il y avait Pogacar en face. Est-ce que ça peut pas rééquilibrer un petit peu les états de forme? Après, Vingegaard, on a vu son chrono sur l'Algarve, hein, donc on a vu comment ça montait. Il est peut-être pas au top de sa forme, mais pas au top de sa forme, c'est déjà. Ça, pas au top de sa forme, il fait une course par étape, il domine le classement général. Effectivement, les autres années, il était en Galice plutôt qu'en Algarve et il gagnait à chaque fois 3 étapes. Là, il en a gagné qu'une. Mais bon, Donc pas trop d'inquiétude et j'ai l'impression que pour vous trois, Jonas Vingegaard, c'est votre pronostic pour la victoire finale de ce Paris-Nice. Quel si Moseux, on- si tu veux. Ah, un petit skill Mose pour Johan parce que Parce que t'aimes pas citer Paris-Nice, le c'est quand favori le plus même. évident. Parce que Skelmoseux, il est quand même taillé pour Paris-Nice. Il peut gérer des petites côtes, il peut gérer de la plaine. Dans son équipe, il y a Mats Pedersen. Donc, si au moins il faut aller mettre une bordure à un endroit, ils vont aller la mettre. Et de manière générale, il est en forme enfin, c'est un des meilleurs coureurs actuellement sur les courses par étapes d'une semaine. Donc, moi, si je dois mettre un adversaire, c'est plutôt lui.
Ok. Geoffrey, est-ce que t'es quand même sur un Vingegaard comme ton pronostic, parce que c'est le favori le plus évident sur ce Paris-Nice? Ouais, vu les parcours qu'il y a, vu la météo qu'elle je ne m'attends pas spécialement des bordures cette année. Je me demande si on va pas être plus dans une situation où on va se demander depuis combien de temps on n'a pas eu un tel écart entre le premier et le deuxième à Paris-Nice. Voilà, donc s'il y a du suspense, c'est plutôt à ce niveau-là, quoi. Est-ce qu'il va y avoir plus d'une minute d'avance pour Vingegaard à Nice ou pas? Ouais, faudra voir ça, sachant que une Même minute, Pogacar l'avait pas fait. il faut remonter à 2009, Luis avec Sanchez. Luis Leon Sanchez devant Frank Schleck. C'était une minute tout pile. Mais ouais, Pogacar n'avait mis que, entre guillemets, 53 secondes lors de sa victoire en 2023 à David Gaudu, mais quand même une 39 à Jonas Vingegaard. Titouan, toi aussi, Pogacar, c'est ton prono pour la victoire finale de Paris-Nice sans prendre trop de risques? Alors Pogacar qui gagne sur Paris-Nice, genre ça me paraît un peu compliqué, Ah, mais j'ai dit oui, Pogacar. Vingegaard. Oh. Là-dessus, c'est formidable. Ouais, de toute façon, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. Il y a une horde de fans slovènes qui vont venir t'agresser, mais c'est pas grave. Oui, bah je reste effectivement sur le pronostic Vingegaard, même si, comme je disais, je pense qu'il peut être concurrencé. Effectivement, je suis aussi assez d'accord avec Johan pour ce qui est le Moseux, qui peut être aussi un très, très gros outsider. Même si j'ai pas trop, j'ai vu qu'à moitié l'Ardèche, donc j'ai eu du mal à jauger son niveau, mais pas mal aussi. Enfin, le podium, en tout cas, fait une bonne place. Après, il y a plein d'outsiders, ça va être intéressant. Je pense notamment à Ben O'Connor aussi. Même côté équipe française, ça va être intéressant de voir ce que vont faire Guillaume Martin ou Aurélien Paré-Peintre, et Félix Gall, qui pour un G2. Donc, Justement, du côté français, qu'est-ce qu'on peut attendre aussi bien pour le classement général que pour les étapes? Sachant qu'on a par exemple un Julien Alaphilippe qui va être au départ aussi. bah, on n'a pas toutes les compos encore. Oui, voilà, pour Je sais que l'instant, là. Cofidis, ça n'a pas été annoncé. On a les grandes lignes pour Groupama, mais voilà. Ce serait comme décevant de ne pas avoir de victoire d'étape avec un baroudeur ou quelque chose. Ah bah on peut être sûr que Total Energy on est souvent là à l'attaque. Hein. Que Mais ce il n'y a soit pas par trop d'étapes rapport à... propices aux baroudeurs cette année. Ouais, mais Guéchignard, des mecs comme Guéchignard, Leroux, ils vont quand même trouver le moyen de tenter des trucs. D'ailleurs, on peut quand même préciser que Total Energy fait partie des 4 équipes Pro Team invitées, puisque ni Lotto ni Israël Premier Tech, enfin, ces deux équipes ont décliné leur invitation automatique, et donc on a Total Energy, UnoX, Tudor et Cararoal, parce qu'il fallait une 4ème équipe. Donc voilà, juste pour rappeler un petit peu les wildcards qui ont été attribués sur ce Paris-Nice. Alors t'as dit qu'il fallait une quatrième équipe, il fallait pas nécessairement une quatrième équipe. Hein. Oui, mais S'ils voulaient... il y avait de la place en tout cas encore. Ouais, parce que techniquement, il y a encore de la place même pour aller jusque 25, hein, si on suit les règlements. C'est vrai, c'est vrai. C'est juste qu'on est sur les ASO n'attribue que 4 wildcards. On sait qu'en tout cas ça fonctionne comme ça pour les courses d'ASO. Sinon, quelque chose à rajouter pour nos coureurs français. Vous avez cité donc plutôt une victoire à l'étape. Ça serait quoi, plutôt en tant que baroudeur, en tant qu'attaquant, plutôt qu'aller voir sprinter ou être les meilleurs sur les arrivées au sommet? Bah, après, au sprint, ça dépend. Est-ce que sur un petit groupe, tu peux pas avoir un Français qui va gagner un sprint? Ça reste possible. Oui, c'est sprint en petit comité, pas sprint massif. À moins qu'Arnaud démarre. Arnaud démarre, fasse un truc Et sorti de nulle part sur la première étape. Sachant que du côté des sprinters, on a par exemple du Tim Merlier, Mats Pedersen, Samuel Ford, Fabio Jacobsen, qui sont parmi les principaux noms qui sont pour l'instant avancés au départ. C'est pour ça que j'évoquais plus la première étape où il y a un peu de dénivelé en amont qui peut mettre de côté des mecs comme Jacobsen. Donc allez, ça part sur une victoire à l'étape. Il y a de la place pour un top 10 aussi, pour nos coureurs français. Ce qu'on a Oui, pour ceux qui peuvent jouer Guillaume le classement. Martin, Voilà, on a Guillaume Martin-Guillonnet, on a Aurélien Paré-Peintre, on a Romain Bardet, même Isakov. si... oui, c'est pas Sivakov aussi. Romain Bardet, alors forcément c'est un peu plus compliqué lui avec après la chute en Algarve qu'il avait eu en Algarve, ses problèmes à l'épaule il me semble. Lenny Martinez aussi, faut le citer, donc top 10 ça fait tout à fait réaliste, peut-être top 5.
À Sparring, c'est compliqué de juger vraiment la hiérarchie, Mais on verra. si on a un Français qui fait top 5, voire podium, ouais, pourquoi pas. Et si on n'en a aucun dans le top 10, on pourrait dire aussi peut-être ouais, pourquoi pas. Oui, forcément, C'est à la fois le bon côté de Paris-Nice, ou Tirreno, c'est que la hiérarchie globale n'est pas complètement établie. Oui, on connaît pas On sait, encore enfin, trop. pour la gagne, a priori, il y a un gros favori, mais derrière, c'est ouvert. Et justement, on va passer à Tirreno Adriatico, alors qui n'a pas sur le papier un cador des courses par étapes, parce qu'il y a pas Pogacar, il y a pas Vingegaard, il y a pas Evenepoel. Je crois pas qu'il y ait Roglic d'annoncer également, en tout cas pour l'instant. Euh, Est-ce que ça peut être le signe d'une course plus ouverte ou non, il y a quand même une équipe ou un coureur qui, pour vous, va dominer la course de manière globale sur ce Tirreno Adriatico? Moi, j'aurais dire non parce que UAE. UAE qui a Juan Ayuso et Adam Yates pour l'instant d'annoncer. Bah, c'est ça, il n'y a pas de cadre sur les courses par étapes individuelles, non, mais Ayuso, il a déjà gagné au Pays Basque. Adam Yates, il a la Romandie, la Suisse, il a pas eu la Catalogne aussi. Enfin, c'est les coureurs qui ont déjà gagné des courses par étapes, et c'est une équipe qui se montre hyper présente partout, tout le temps. Il me semble largement au-dessus du lot de ce qui est annoncé pour le moment, donc Est-ce que tu tournes toi aussi, tu vois l'équipe UAE avec Ayuso et Adam Yates dominer les débats sur ce Tirreno Adriatico ou franchement dans les autres équipes il y a vraiment moyen d'aller matcher, d'aller batailler pour la victoire? Alors, je dirais juste, moi, j'ai davantage, entre guillemets, confiance en Ayuso pour dominer les débats. Parce que Yates, certes, il est gagné Oman, mais c'est quand même fait taper par Godu et puis par Epin sur les étapes, sans gâcher le mérite de ces deux coureurs, mais c'est signe qu'il est prenable, en tout cas. Mhm. Mais en tout cas, oui, enfin, je vois clairement UAE survoler les débats en tant qu'équipe. Surtout qu'il n'y a pas un énorme plateau, il me semble, en tout cas, des noms qui sont sortis, comme tu disais. Il y a Mikel Landa, Max Poole, puis c'était en gros outsider, éventuellement Simon Yates, David Godu. si c'était un autre Yates. David Godu, mais qui revient un peu blessure, bon, je sais pas s'il peut vraiment totalement compter sur lui. Après, il a l'air de bien revenir, mais voilà. Et puis Bilbao. Mais bon, tout ça pour dire, on sent qu'il va pas trop y avoir de suspense, quoi. Ça va être très probablement une victoire UAE. Alors que les étapes, les starties sont un peu plus sympas, je trouve. Il y a un beau plateau sprinter, il y a un beau plateau de puncher. Ça me hype un peu plus personnellement que pour le général. Toi, Johan, t'es plus quoi? T'es plus à te dire la course elle peut être ouverte ou à te dire ah, quand même les UAE sur le papier ils devraient quand même plutôt dominer la course. Oui, mais ça va, c'est pas Pogacar non plus. Il y a quand même. Non, mais je Ouais, veux dire, oui, forcément, allez, par Pogacar. on va dire les choses autrement. Le doute existe. Donc, je sais pas, je trouve que vous êtes vachement définitif sur le côté UAE va dominer. Je sais pas. Peut-être que Simon Yates va être plus fort, peut-être que Lipovic va être incroyable, j'en sais rien. Enfin, Ayuso, il était quand même un peu sur le même niveau que tout le monde sur les courses de début de saison. Il est plus fort, mais il est très plus fort non plus. Donc, Donc ça peut peut-être être qu'il va ouvert, se faire battre. ça peut être sympa à suivre pour le général. Je sais pas, ça va être sympa à suivre parce que je suis pas sûr que. Non, mais en fait, je parle pas de ça. Le parcours, je le trouve pas intéressant, mais pour le général, mais ça va jouer sur des arrivées au sommet ou des cols montés vite. C'est pas, je trouve pas que c'est forcément hyper intéressant, mais je suis pas sûr que UAE va gagner. Euh, donc, je vois pas de raison de partir d'un côté, lui va gagner plus qu'un autre. Voilà quoi. Après. Ça serait quoi ton prono toi pour la victoire finale? Ah, alors mon prono débile. Alors, Allez, je prends. Qui est-ce que tu vas nous citer? Alors, je suis en train de me faire la liste, que j'essaie de me préparer. bah, le vrai prono débile, c'est de dire de Mikel Landa, parce que Mikel Landa qui gagne, ça n'existe pas, mais En plus, il y a un chrono. alors, si, prono débile, Tom Pidcock. Ah, Pitcock qui avait fait top 10 l'année dernière. Tu te dis, t'y crois à moitié quoi.
Non, mais en vrai, il a très gros potentiel et peut-être qu'à un moment, il peut battre des gens sur une bosse, je sais pas. J'y crois pas spécialement, je m'en fous un peu, mais voilà, non. Si tu veux chercher un prono un peu différent, on va dire Tom Pitcock. Oui, t'as envie de t'amuser un peu avec tes pronos, puis aussi le côté où il y a finalement Bah là, pour pas le mal de coup, coureurs qui peuvent le gagner. dire le vainqueur, déjà, choisir entre Yates et Ayuso, je sais pas comment tu peux dire que l'un, ça va être mieux que l'autre. Donc, à partir de là, je sais pas, tu peux choisir un peu plein de coureurs. Je sais pas, tu peux dire Lipovic aussi, par exemple. Peut-être que cette saison, il va être plein potentiel. Là, pour le coup, c'est un peu intéressant de se dire, tu connais pas, et t'es pas sûr de la hiérarchie et tu vas la découvrir. Geoffrey, ça serait quoi ton prono, toi? Ayuso. Ok, bon bah tu vois, Yoann, Geoffrey, il a réussi à trancher Ouais. entre les deux. La mort du fun, quoi. Franchement. Bah, c'est que ça commence à être un peu trop tard que même pour une course d'une semaine comme ça, je finisse par dire Geraint Thomas. Oui, là, Gary Thomas, oui, on sait que c'est fin de carrière pour lui à la fin d'année. Il est plus là un peu en capitaine de route. Allez, il y a de la neige en Italie, on annule toute la montagne. Filippo Ganna a gagné le prologue le premier jour, et puis du coup, il reste leader jusqu'au bout. Tu sais, s'il s'y met un peu, il n'y a pas besoin de supprimer grand-chose, hein, peut-être, hein, pour Ghana. Mais bon, Titouan, pour finir ton pronostic sur ce Tirreno Adriatico. Si je pourrais dire qu'il y a Juan Ayuso, évidemment, parce que c'est le vrai favori. Mais sinon, j'ai envie de sortir un nom un peu à la con Ah, Direct. toi comme aussi. Johan, je vais dire Kevin Vauquelin. Oh là. Un chrono, la montagne lui convient bien, les étapes punchy lui conviennent bien aussi. Bon, en vrai, il va faire top 10. Enfin, je pronostique déjà un top 10 pour lui. Mais j'ai envie de grosse cote. Ouais, Voilà. Kevin Vauquelin qui avait fait 10e l'an dernier de Mm. Tirreno Adriatico, justement. Avec un parcours un peu plus dur qui plus est. 10e, c'était une place derrière Tom Pitcock, justement. Ah, tiens, il y a visiblement un lien entre vos pronostics, Titouan et Johan. On verra ça. Donc, bon, t'as lancé un petit peu avec Kevin Vauquelin. Il y a de quoi espérer des choses sympas pour nos coureurs français, du coup, sur ce Tirreno, Titouan. Ouais, bah déjà, Groupama, bon, je disais que David Gaudu, j'y comptais pas totalement vu son retour de blessure, mais il va quand même être là, il peut placer quelques espoirs en lui, mais surtout, il y aura Romain Grégoire qui est en très bonne forme, qui avait fait top 15, il me semble, l'année dernière, Et il sait lire un roadbook. et il sait lire un roadbook déjà, donc voilà. Peut-être qu'il va gagner le général parce que tous les autres coureurs ils se sont trompés de route et puis il sera tout seul. C'est genre Même là, dans il un, arrive en même dans un descente, col, ça, ils ils vont réussir prennent à se tromper de route. là où il y a l'arrivée en descente, ça, ils prennent la mauvaise route, ils se barrent 3 km trop loin et puis tout seul et puis il va gagner l'étape avec 3 minutes d'avance. Voilà. Non, puis même Groupama, pour l'instant, il y a Madouas aussi qui a annoncé et qui est en assez bonne forme, puis qui peut jouer des choses sur des étapes. Paul Pennoët aussi, très accessible sur les sprints. Quentin Paché, bon, je sais pas. Mais en tout cas, grosse startlist Groupama. Il y a Paul Magnier au sprint. Valentin Paré peintre, il peut faire un bon classement général, en tout cas de bonnes étapes aussi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu la crème du cyclisme français qui a annoncé. Enfin, la crème. Les Ouais. hommes vraiment en forme du moment. Parce que bon, il y a Vauclin, il y a aussi, et enfin pour les citer, il y a Clément Berthet pour Decathlon, qui a annoncé et Paul qui a fait Lapera. top 10 en Andalousie. Paul Lapera, il est malade, je crois. Ouais, alors pour le Donc, coup, enfin, ils sont visiblement pas mal à être sa malades du côté présence, de c'est pas Decathlon. sûr. Mm. Mais oui, Paul Lapera qui avait dû renoncer au week-end de Ardèche malade. Donc il faudra voir s'il sera bien en état d'être au départ de Tirreno Adriatico. Euh, t'as cité notamment Paul Magnier. Au départ, parmi les coureurs qui sont pour l'instant annoncés, on a Jonathan Milan, Olaf Koy, Dylan Groenewegen. Il y a de quoi aller chercher une victoire d'étape pour Paul Magnier sur ce Tirreno, vous pensez? Au moins une Oh, deuxième sur un place. malentendu, Alors, sur un malentendu, ça peut passer pour Titouan. Geoffrey? Au moins une deuxième place. Ah bah, il faut prolonger la série. Ça, on compte sur lui. Donc au final, pour faire un peu le bilan entre Paris-Nice, Tirreno Adriatico, euh, c'est quoi, laquelle de ces deux courses vous avez le plus envie de suivre la semaine prochaine? Puisque on sait qu'il y a forcément toujours un peu un choix à faire, parce que c'est à peu près en même temps. Laquelle vous avez le plus envie de suivre? Tirreno.
Ok, un point pour Tirreno. Johan, t'avais pas forcément l'air d'accord. Bah, je sais pas à quel moment on peut choisir Tirreno contre Paris-Nice, mais ouais. Il y a Mathieu Van Der Poel. Non, mais oui, Tirreno. mais parce que là, il y a même pas d'étape des murs, tu sais, la petite étape de Tirreno qui est un peu cool, machin. Là, c'est vraiment Tirreno un peu classique ennuyeux, donc peut-être que la course sera mieux, mais sur le principe, Paris-Nice, c'est Ouais. quand même une course qui reste plus riche, plus dynamique, plus intéressante, des étapes plus folles. Ouais, il y a Mathieu Van Der Poel et Philippe Ogana, moi, ça suffit. Voilà, donc c'est super. Donc il y a Mathieu Van Der Poel qui fera les sprints pour. Est-ce qu'il y a Philipsen? Je sais pas. Non, il n'y a pas Philipsen. Bah, pour l'instant, pas annoncé. Après, on verra. On n'est pas à l'abri que Jesper Philipsen apparaisse dans la start list au final. Parce que Mathieu Van Der Poel, là, il va venir en mode préparation. Je fais rien, je reste dans le peloton, je me fais lâcher quand il y a une bosse. Donc Faudra suivre ça. Donc toi, Johan, plutôt point pour Paris-Nice. bah, oui. En plus, la côte Saint-André se fait trop plaisir, quoi. Enfin, Oh non, oh non, pas la côte Saint-André, non. Mais non, non, pas cet je argument. parle pas de l'étape, je parle du fait qu'enfin il y ait cette bosse sur une course, quoi. Ah, Après, je par pensais que tu parlais rapport de à la ville. pour Tirreno, il y a quand même 2-3 trucs sur le parcours qui me plaisent. L'étape de. Ah, celle où il y a le petit mur et une montée un peu plus abordable derrière. Le fait que le vrai gros radar soit pas la dernière, mais l'avant-dernière bosse, avec l'arrivée en descente, ça me plaît un peu. Le fait qu'il y ait une étape de 240 bornes. Le final est moche, mais je suis curieux de ce que ça va donner sur 240 bornes début mars. Ouais, c'est peut-être plus intéressant la longueur que le profil. Hein. C'est ça, à côté, enfin sur Paris-Nice, l'étape d'Oron où il y a 30 bornes à 2,5% avant la montée finale, ça me hype pas plus que ça. Ouais, ça, ouais, la montée d'Oran, c'est pas. Par ce côté-là, c'est pas le plus attractif. Titouan, pour départager peut-être entre Paris-Nice et Tirreno Adriatico, si tu devais regarder en priorité une de ces deux courses. Mon cœur dit Paris-Nice, en plus, je vais y être. Mais la raison me fait dire plutôt Tirreno parce que la start list est un peu plus alléchante et le parcours me hype un petit peu plus, pas de beaucoup, mais C'est toujours ça. ouais, non mais pour une fois, enfin, c'est une des rares années où Paris-Nice me hype un peu. Euh, donc à défaut, je vais dire Tirreno. Mais, Ok. Ouais, c'est parce que tu demandes le choix juste entre les deux, hein. Moi, le dimanche 16, je vais être devant le trophée Obinda. Ah oui, voilà. Là, ça sera plus ouvert, peut-être. Encore. C'est vrai que le trophée Obina est avancé d'une semaine, puisqu'on aura enfin, À pas la Milan-San première Remo. édition, je sais Geoffrey, le retour de Milan-San Remo féminin. RCS aime bien mettre en avant, c'est la première édition de Milan-San Remo féminin pour bien mettre sous le tapis le fait qu'ils en ont organisé un il y a 20-25 ans, qu'ils ont arrêté de l'organiser. Et d'ailleurs, on a eu le parcours qui a été, qui a été présenté là, avec le départ qui sera donné de Gênes et 156 km, soit moins long que Copenhagen C'est Sprint nul. ou Gand-Wevelgem par exemple. C'est moins long que les étapes du Tour de France. Voilà, que 3 étapes du tour. Mm. J'ai regardé. Et bon, voilà, ça sera une course différente de ce qu'on a chez les hommes. Hein, peut-être que la C'est Cipressa super, ça Poggio va fera attaquer moins dans la mal. dernière bosse, et puis comme le niveau est un peu moins dense, ça suffira pour faire la différence, c'est super. Pas de suspense avec les sprinters, c'est intéressant comme course. Hein. Ah, écoutez, on verra. Déjà, on aura cette semaine, enfin la semaine prochaine, Paris-Nice-Tirreno chez les hommes. Et Franchement, tant qu'à mettre un Milan-San Remo féminin, tu le mettais en fin de saison. Hein. Parce qu'il y a toujours le problème des saisons féminines où le fin de saison est quand même très peu dense, une fois que tu as passé les dernières grosses échéances. T'as d'autres classiques italiennes un peu qui traînent à ce moment-là, tu mettais Milan-San Remo à ce moment-là, quoi, et tu laissais le trophée Ubinda à sa place, c'était mieux, c'était plus intéressant, et puis t'avais plus suspense de fin de saison, t'es moins sûr de ce qui se passe, quoi. C'est ça, et puis vu que Milan-San Remo, on l'appelle la Primavera, je sais pas comment on dit automne en italien, mais bah écoutez, Je sais avec plus comment tu dis le Lombardie, c'est la classique des feuilles mortes, mais ouais, bah la classique des feuilles mortes. Hein, je crois qu'on n'a pas pris italien. ouais, mais entre Paris-Tours et le Lombardie, toutes les courses qu'il y a en octobre, on peut les appeler classiques des feuilles mortes. Alors j'ai Il y aurait des regardé. peu-
Alors, vraiment en train de chercher. oui, je suis vraiment en train d'aller chercher pour aller sortir le truc à la con, mais d'après mon traducteur, parce que j'ai pas fait italien, hein, automne, en italien, ça se dit autunno. Voilà. C'est un peu moins vendeur que primavera, tu vois. C'est Ouais. vraiment. Donc oui, on en est à ce niveau-là de recherche d'informations, Johan. Je sais. Non, mais c'est bien, c'est la précision dans ce podcast. Ah ouais, bah il faut. Écoutez, Le premier sur l'actu, hein. Ah oui. On va finir rapidement avec un mot sur les Strade Bianche qui aura samedi. Bon, je vais peut-être pas vous demander le vainqueur. Hein. Pogacar ou Pogacar. Oui, alors oui. Geoffrey, Demi Vollering. Non, mais demande-nous le deuxième plutôt. Oui, voilà. Parce que, C'est- qui sera le deuxième derrière Tadej Pogacar sur le Strade Bianche homme? Parce que, pour le coup, vous savez pas. Romain Grégoire. C'est ouvert. Ouais, on a du Romain Grégoire. Romain Grégoire, Marc Hirschi, Tom Pidcock, Tim Wellens, ouais, quoi qui est équipé de Pogacar, mais Madouas. Ah, moi, je mise sur Romain Grégoire deuxième, qui me paraît être vraiment le plus fort dans la start list, sur ce genre de profil, derrière Pogacar. Eh ben allez, on a 2 votes pour Romain Grégoire. Et Geoffrey? Bah, j'allais dire Grégoire aussi. Du coup, je vais dire Kevin Vauquelin. Ah, t'as le droit de dire Grégoire aussi, hein, écoute, hein, je ne veux frustrer personne. Très bien. Bon, c'est pas la peine de Tu te rester. rends compte qu'il n'y aurait pas Pogacar aussi très Grégoire en favori, quoi, de manière Ouais. quasi unanime. Alors C'est un peu triste. Alors que, bon, moi je mettrais bien un petit Marc Hirschi quand même. Hein. Ouais, Ah, Hirschi, c'est bon. pas trop sa course sur l'Estradé. C'est trop World Tour comme course, tu vois. C'est ça. Ça serait Il y a trop classé de en UCI. point 1. Il gagnerait, tu vois, mais là, Ouais, c'est pas faux. Bah écoutez, on verra. Bon, en tout cas, c'est vrai que bon, vu qu'il y a Pogacar, et le numéro qu'il a fait l'année dernière, j'ai envie de dire que la question est plus est-ce qu'il va gagner en solitaire après être sorti dans le Monte Sante Marie, comme l'an dernier à 80 bornes de l'arrivée, que est-ce que Pogacar va gagner. Ça. on attend le moment où Pogacar il va commencer à attaquer au drapeau, quoi. Franchement, Ouais, Ce qui serait drôle, c'est que la diffusion TV commence à 14h, ce serait drôle s'il attaque avant. ouais, il y a moyen que ça finisse comme ça au bout d'un moment quand même. Hein. Parce que surtout qu'ils ont encore rajouté des secteurs de terre sur le milieu de course. Donc à ce rythme-là, les Strade Bianche en plus, il y aura plus de passages en terre que des courses gravales. Hein. Il n'y a pas de régulation UCI sur la quantité de passages hors bitume. Ce serait une stat à problème, trouver, c'est- ça. Il y en a pas parce que c'est difficile à estimer, parce que comment tu catégorises de l'asphalte, quoi. Les endroits où c'est des routes en béton, où t'as de la poussière partout dessus, ça compte comme quoi. Ouais. Pas faux. Puis, puis si on prend le pavé Krupland sur Paris-Roubaix, on est plus proche de la route que du gravel, quoi. Non, mais alors que c'est un secteur pavé. Oui, donc, oui, c'est vrai. Donc oui, la limite est fine. Bon, voilà, en tout cas pour... Mais et demande évoquer quand même un- aussi le pronostic pour le Strade Bianche féminin pour qu'on ait l'occasion de dire Katia Nivadoma. bah non. Non, mais elle est pas Non en forme. Enfin, Tu dirais qui? Parce que Geoffrey a balancé Demi Vollering. non, mais je pense que Vollering elle est en mode exterminer les UA, les SD Works. Du coup, si jamais elle voit Kopecky dans sa roue, elle va mettre une attaque, puis personne qui va la voir. Donc, Mais surtout que pour l'instant, dans la start list provisoire, en tout cas, j'ai pas de Lotto Kopecky chez SD non, Works. non, je crois pas, non. Non. J'ai Anna van der Breggen. Donc peut-être qu'on reverra l'image de Attends. début de saison là, c'était du côté de Valence où ça attaque, il reste plus que Vollering, Van der Breggen devant et Van der Ouais, Breggen qui relaie pas. Le duel entre la coureuse et son ancien directeur sportif. Ouais, ça c'est il y en a pas eu souvent, ça. C'était pas mal, mais bon, Vollering elle a pas laissé beaucoup de chance à Van der Breggen non plus. Si, à la limite, je suis un peu curieux de ce que Pauline Ferrand-Prévot elle va faire. Et là, ça se trouve, ils vont faire la même connerie qu'à l'Homme-Lop. Il n'y a personne qui va rouler entre FDJ et SD Works. Ils vont se regarder en chien de faïence. Et c'est Alice Maria Azoufi qui va gagner dans l'échappée. C'est vraiment ce que j'étais justement en train de tomber sur son nom pour citer une Laboral Kucha. J'étais là, allez, nos supporters basques sur le forum vont avoir un petit peu de positif dans leur saison. Superbe équipe basque quand même, hein, parce que là, il y a que des Italiennes. Hein, mais, Et l'Ouzbek Yanina Kuskova. Et écoute, hein, de la même manière que Decathlon G2R n'a mis aucun Français sur l'Homme-Lop. Hein. C'est les équipes internationales maintenant. Eh bien écoutez, avec tout ça, on va arriver tranquillement mais sûrement à la fin de ce podcast. On a pas mal parlé du début de saison et ce qui va pouvoir arriver ce week-end, la semaine prochaine avec l'Estrade Bianche, Paris-Nice, Tirreno Adriatico.
Il y a pas mal de belles courses qui arrivent. Et pour le prochain podcast Chasse Patate, eh bien on se retrouvera d'ici 2 semaines pour faire justement le bilan de Paris-Nice et Tirreno Adriatico. N'hésitez pas à nous dire aussi vous, la course que vous attendez un petit peu le plus entre Paris-Nice et Tirreno. Ce sera l'occasion de revenir, quelle aura été la course la plus intéressante entre les deux. Et donc d'ici le prochain podcast Chasse Patate, donc dans 2 semaines à peu près, eh bien vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Blue Sky et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.